Bonjour à tous, bienvenue à ce premier meet-up de rentrée. Donc, pour les petites présentations, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Hugo, consultant donc à Toulouse. Et pour ceux qui m'ont beaucoup vu, non, je ne fais pas que des meet-up astronomie, la preuve. Donc voilà, comme avec Alice, on a participé au Rex, à l'Agile Tour de Toulouse, on va faire un petit Rex. Voilà. Alice, je te laisse te présenter aussi. Oui. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice, je suis une ancienne de l'agence de Toulouse et maintenant je suis à Tours en tant que Product Owner. Auparavant, j'étais Scrum Master et RTE. Et donc, sur mes derniers jours à Toulouse, j'ai pu participer à cet Agile Tour. C'est pour ça que là, on est deux ce soir pour vous présenter ce qui s'est passé. Voilà. Donc, un meet-up qui finalement va être assez simple. Tout d'abord, on va vous un petit peu vous parler de Agile Tour en lui-même, hein, avec quelques mots sur son organisation et qu'est-ce que c'était. Et on s'est dit qu'on allait vous présenter les conférences qui en fait nous ont qui nous ont le plus plu. Donc, je commencerai avec les anti-patterns Scrum, qui vont donc d'où la question sur Scrum, qui vont parler de la méthodologie et des problèmes qu'on peut trouver dessus. Alice vous parlera de l'agilité engagée. Et moi, je terminerai avec une dernière petite conférence, qui était un jeu, en fait, c'est un serious game qui s'appelait Anti-sabotage sur les principes de l'agile. Donc, je vous en parlerai sur la fin. Très bien. Donc, quand je regarde le résultat du sondage, je vois qu'en fait, la plupart d'entre vous n'ont jamais participé à un Agile Tour. J'espère qu'un jour, vous aurez la chance de pouvoir y assister, parce que c'est vraiment un événement qui, moi, me plaît beaucoup. Personnellement, à chaque fois, j'y retrouve mon compte. Et je vois que vous ne travaillez pas tous en Scrum, donc c'est vraiment super, parce que ça veut dire qu'on a un panel de personnes assez variées qui participent ce soir au meet-up. Donc très bien, donc 82% qui n'ont jamais fait d'Agile Tour, et c'est du 50-50 pour si vous travaillez en Scrum ou dans une autre méthode Agile. Donc on réexpliquera un petit peu quelques principes Scrum pour vous aider à comprendre. Voilà. Avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots sur l'Agile Tour de Toulouse. Donc. Cet Agile Tour s'est fait sur 2 jours, donc à Toulouse au mois de juin, et avait un thème: «L'agilité est morte, vive l'agilité». Donc un Agile Tour, voilà, sur les 2 jours, c'est 2 jours de conférences, d'ateliers, de discussions. Voilà, donc sur ce thème: «L'agilité est morte, vive l'agilité». Pourquoi, ce thème? Tout simplement parce que, les organisateurs de l'événement, donc qui font partie d'une association qui s'appelle Agile Toulouse. Si jamais vous n'êtes pas de Toulouse, hein, vous pouvez retrouver l'équivalent dans plein d'autres villes, avec Agile et puis le nom de la ville. Donc les organisateurs membres d'Agile Toulouse se sont aperçus que, en fait, ils trouvaient beaucoup d'articles LinkedIn sur la fin de l'agilité. Ça y est, l'agilité, ça marche plus du tout, il faut qu'on passe à autre chose, les projets, ça fonctionne plus comme ça. Et quand ils lisaient les articles qu'ils trouvaient, ils avaient l'impression qu'il y avait vraiment de gros amalgames qui se faisaient, des méthodes qui étaient complètement déformées, mélangées, etc. Ou peut-être que vous l'avez aussi constaté dans votre travail. Parfois, quand on dit le mot agile, les gens, ils lèvent les yeux au ciel, et comme si vraiment, c'était un gros mot. Hem, donc c'est pour ça que les agilistes de cette association et les organisateurs de l'Agile Tour se sont dit: «Eh bien, parlons-en, demandons-nous, pourquoi on dit que l'agilité est morte, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat de tous ces articles qu'on trouve? Comment est-ce qu'on redonne un élan à l'agilité? Quel est le nouveau sens qu'on peut trouver derrière? Voilà. Et pour pouvoir répondre à ça, l'un des points clés de l'association, ça a été l'organisation de cet Agile Tour. Ça fait partie des éléments de réponse qu'ils ont essayé de mettre en place. Et alors, ils l'ont fait sous la forme d'un open forum. Et je me demandais si vous saviez ce qu'est un open forum. Je vois que la plupart d'entre vous ont donc trouvé la première bonne réponse, qui est: c'est un événement dont l'agenda est créé par les participants eux-mêmes. Pour ceux qui ont lu la description de ce meet-up, la réponse était dans la description du meet-up, hein, donc il n'y avait pas vraiment de piège. Mais l'autre bonne réponse, c'est que c'est aussi l'autre nom qu'on donne à un open space.
un open forum, ça s'appelle aussi un open space. Voilà, nous on l'a découvert, très honnêtement, on l'a découvert hier avec Hugo en faisant nos recherches pour vous poser la question. Et c'est bien sur le site de l'Agile Tour Toulouse. Ils précisent bien les deux noms, voire même ils écrivent plus souvent open space, mais à l'oral, ils parlaient plus souvent de l'open forum. Donc un événement dont l'agenda a été créé par les participants eux-mêmes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que, suite à l'introduction de cette journée sur l'agilité est morte, vive l'agilité, les participants se sont levés à tour de rôle et sont venus pitcher le thème de la conférence ou de l'atelier qu'ils souhaitaient animer en lien avec, le thème qui était donné. Donc, par exemple, on a eu une conférence sur comment mesurer son impact. On a eu une table ronde, discussion ouverte sur comment faire, comment travailler en étant agile dans une équipe opérationnelle ou dans un contexte où on leur impose de l'agilité à échelle. On a eu également une discussion sur l'évolution des métiers de product owner et de scrum master avec l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et tout ça, ça nous a permis de construire notre agenda et progressivement, au fur et à mesure de la journée même, le programme a bougé parce que dans la journée, certaines personnes se disaient: «Ah tiens, finalement, j'ai envie de faire, une conférence là-dessus» et hop, la personne allait l'ajouter dans le programme. Donc c'était quelque chose de très mouvant et ça a donné vraiment un événement très riche, à tel point que s'il y avait des conférences qui plaisaient énormément, dans une journée, enfin la première journée par exemple, c'était possible de refaire exactement la même le second jour, soit pour aller plus loin, soit pour permettre à des personnes, qui ont, fait d'autres choix le premier jour et qui n'ont pas pu assister à cette conférence, d'au final, y assister quand même, mais le second jour. Et donc parmi tous les choix, de conférences possibles, et tous les thèmes qui ont été proposés, il y avait, les anti-patterns Scrum qu'Hugo va vous présenter maintenant. Oui, donc parmi toutes les conférences en fait auxquelles moi j'ai assisté, effectivement, il y avait celle-ci qui était la première, la deuxième à laquelle j'ai assisté, les anti-patterns Scrum, dont je vais vous parler un petit peu plus. Donc, alors c'était alors était très tournée aussi, très dans l'idée de l'open forum, puisqu'en fait, les intervenants, et c'est des intervenants de la société Major 5, qui sont venus, avaient donc une présentation avec toute une liste d'anti-patterns Scrum, finalement assez classique. Et en fait, c'était une séance qui était très interactive parce qu'ils nous demandaient au début pour chaque anti-pattern, de voter sur lequel nous intéressait le plus de présenter et sur lequel on pouvait discuter. Donc c'était une session assez interactive, c'était assez sympathique. Et ensuite, à chaque fois qu'on avait fait donc ce vote, l'anti-pattern avait donc été décrit en fait, donc il nous présentait un petit peu en quoi ça consistait, quel était l'impact de cet anti-pattern sur l'équipe Scrum et sur le projet. Et il nous donnait ensuite des pistes d'amélioration donc pour progresser, pour corriger cet anti-pattern. Donc c'est très intéressant puisque je vais pouvoir vous en parler. Il y en a notamment un que je retrouvais beaucoup dans l'équipe dans mon projet actuel, qui a été corrigé un peu après aussi, pas forcément avec avec grâce à l'Agile Tour, mais le nouveau PO avait pu corriger un petit peu. Donc voilà, donc c'était très intéressant avec un côté vraiment qui impliquait le public. J'avais bien apprécié. Bon, le seul inconvénient, c'est que du coup, on est loin d'avoir vu tous les anti-patterns qu'ils avaient pu proposer, mais bon, en 1 heure de conférence en même temps, on allait forcément manquer de temps. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu les anti-patterns dont ils nous ont parlé. Le premier étant ce qu'ils appelaient le sprint sans boussole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'agilité, surtout Scrum, donc en fait le projet se découpe en sprint. Donc tous les X semaines, en fait, vous faites une livraison d'une partie de votre projet qui était définie. Et ensuite, ce sprint, en fait, normalement, il a un objectif. Donc c'est un objectif qui est nécessaire pour arriver à ses fins, donc pour développer et livrer le résultat de ce sprint. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous n'avez pas d'objectif et de boussole sur votre sprint, vous allez avoir l'équipe qui va pas vraiment pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a à faire.
elle va pas savoir vers où tourner ses efforts, et donc ça va être beaucoup moins efficace, et ça va être aussi beaucoup moins motivant. Si vous n'avez pas vraiment d'objectif et que vous n'avez pas vraiment le sens de ce que vous faites qui est clair, l'équipe sera forcément moins motivée et ça marchera là aussi moins bien. Je sais qu'aussi personnellement, quand j'ai pas d'objectif, même de manière générale aussi de ce que je fais tous les jours, ça provoque la même chose. Donc en fait, l'équipe, après avoir présenté ça, nous proposait quelques recommandations, notamment le fait d'expliquer l'importance d'un sprint au global, de partager la vision. Ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve au quotidien, et c'est vrai que je retrouve ça très important, et ça me permet toujours de savoir vers où je vais et de voir effectivement ce qui est important. Que l'objectif soit clair aussi, c'est très important pour pouvoir que l'équipe puisse se l'approprier. S'engager à aller faire cet objectif, hein, tous ensemble, et le rappeler régulièrement pour justement qu'il reste présent dans la tête des gens. Ce qui a volé un petit mème de ma part à mon PO, etc., dans mon propre projet, puisque comme il disait toujours que l'objectif était toujours le même, je l'affichais sur le Kanban, sur le tableau, pour la petite anecdote. Le deuxième anti-pattern qu'on a vu pendant cette conférence, c'était celui-ci que moi j'ai vécu en même temps, c'est le Daily Status Report. Donc encore une fois, dans le fonctionnement de Scrum, en fait, l'un des points importants, c'est que tous les jours, donc tous les matins, d'habitude, il y a un petit meeting, souvent un stand-up meeting, où toute l'équipe se réunit pour discuter sur les tâches en cours, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et surtout un petit peu les points de blocage, pour pouvoir en discuter et éventuellement enclencher une piste de solution. Le problème qui peut se passer, c'est que ça peut devenir en fait plus une réunion où on va faire un reporting au PO. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé en fait au bout d'un moment. Ce que le PO qui était arrivé sur l'équipe a remarqué, c'est qu'en fait on se tournait tous vers lui et on lui racontait à lui ce qu'on avait fait, ce qu'on était en train de faire et où est-ce qu'on en était, quoi. Et en fait, c'était plus vraiment un daily, on faisait du reporting au PO, quoi. Et donc effectivement, il l'avait remarqué, et ce que les intervenants nous expliquaient, c'est pour corriger ça, et qu'il a aussi lui mis en place. En fait, il nous a rappelé systématiquement un petit peu l'objectif du daily. Donc on a rediscuté effectivement de dire que c'était la réunion de l'équipe pour l'équipe, surtout pas forcément pour lui. C'était même rentré dans le cadre de notre rétrospective, dont je vais parler plus tard. Et donc recentrer effectivement sur la collaboration, c'est ce qu'on a fait, hein. On s'est bien mis en place, on s'est bien expliqué qu'il fallait vraiment qu'on discute entre nous et que c'était vraiment une réunion collaborative et pas de reporting. Et donc ne pas faire du reporting individuel au PO. Donc ça aussi, alors c'est tout bête, mais juste s'efforcer de ne pas systématiquement lui parler à lui, mais parler aux autres. Ça paraît stupide en fait, mais c'est super important parce que du coup, ça casse effectivement ce côté reporting et ça permet d'ouvrir la discussion. D'encourager l'adaptation et la préparation aussi du daily. Pas juste venir pour dire voilà où j'en suis, mais un petit peu se préparer, se dire ok, de quoi il faut que je parle, à qui il faut que j'en parle. Moi, je viens toujours en me disant ok, il faut que je pose une question à un tel parce que c'est avec lui qu'il va falloir que je vois, je vais lui en parler à ce moment-là, et pour qu'on puisse embrayer ensuite sur la journée, etc. Donc Peut-être un voilà, rappel sur le daily. L'objectif du daily stand-up, donc qui a lieu tous les jours à la même heure pour vraiment créer une régularité, son objectif, c'est vraiment de, réfléchir au plan du sprint pour savoir si on est capable ou pas de tenir l'objectif de sprint qu'on a défini au départ et comment on s'adapte, sur quoi on peut travailler, et cetera. En réalité, c'est un événement qui est fait pour les développeurs. Le PO, il pourrait très bien ne pas y être. D'ailleurs, quand on regarde le Scrum Guide, il n'y a pas écrit que le PO doit être, dans le daily stand-up. Même le Scrum Master, le but du Scrum enfin le Scrum Master, il doit s'assurer de la bonne tenue du daily stand-up, mais c'est un meeting une réunion pardon, fait pour les développeurs et par les développeurs. C'est vraiment eux qui font ça, donc on est loin normalement du reporting, dans la théorie. C'est ça. Mais alors, on ne fonctionne pas dans mon équipe en pur Scrum, hein. Ils ont essayé de mettre d'être un petit peu plus agile, mais ça reste quand même de manière générale du cycle en V, mais on a essayé d'être un peu plus agile avec notamment des daily, mais ils étaient vraiment tombés dans ce travers du reporting au PO, donc au responsable. C'était un peu gênant. Mais ça, on a réussi à le corriger.
Un autre anti-pattern qui existe, c'est que la sprint review devienne une sprint délo. Alors ça, s'il faut aussi réexpliquer la sprint review, c'est à la fin du sprint, vous faites donc une review, donc c'est une session dynamique qui permet donc l'inspection du sprint et ensuite de pouvoir adapter donc le backlog, c'est-à-dire en gros votre réserve de tâches à faire et de features à développer, et donc aussi adapter les sprints qui vont arriver. Parce que l'une des idées de l'agile, d'une méthodologie agile, c'est de aussi faire un petit peu regarder ce que l'on a fait pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du temps. Le problème, c'est que lorsqu'on fait cette review du sprint, qui se fait du coup avec l'ensemble de l'équipe, des stakeholders, c'est que ça peut devenir une simple démonstration de ce qui a été fait en fait, avec pas de feedback des stakeholders, que ce soit le client, le PO, les développeurs, donc de l'équipe, et pas de challenge sur les progrès et directions futures. Donc on va pas vraiment avoir la possibilité d'adapter le backlog, et en fait on aura ce qu'on appelle une illusion de progrès. Enfin, on fera notre démonstration, etc. Mais on n'aura pas vraiment ce feedback qui est vraiment le cœur de la réunion, qui nous permet vraiment de progresser et d'améliorer le travail et l'esprit suivant. Et donc là aussi, effectivement, ils ont pu nous donner quelques augmentations. Donc, nous donner un product goal clair, c'est-à-dire que le goal, avoir vraiment un objectif pour le produit qui soit clair pour tout le monde. Là encore, de la préparation, hein, pour que l'équipe se prépare à présenter ses réalisations et se prépare à discuter des ajustements qui seraient nécessaires. Donc le Scrum Master qui doit assurer une participation active. Donc en fait, dans la méthodologie Scrum, vous avez donc plusieurs postes, et le Scrum Master, en fait, le maître du Scrum en français, si on peut dire. Son rôle, c'est vraiment d'être un petit peu le gardien de la méthode et de s'assurer que tout fonctionne un petit peu correctement. Donc, il rentrerait dans son rôle, effectivement, en s'assurant que la réunion va dans le bon sens, et donc dans un sens d'une participation active avec des discussions et des feedbacks. Donc, c'est vraiment, là, ce serait son rôle. Donc fournir effectivement un feedback structuré, hein, c'est très important, et intégrer ce feedback dans la planification et l'adaptation pour les futurs sprints et le futur du projet. Et enfin, le dernier point qu'on a pu voir pendant cette présentation, et après je laisserai la parole à Alice, c'est la rétro-transaction. Donc ça, c'est un autre point du Scrum, où on fait régulièrement des rétrospectives en fait de sprint. Donc c'est une session où toute l'équipe se réunit pour faire le point sur le sprint effectué et vérifier qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait moins bien, qu'on pourra améliorer ou laisser tomber en fait. Mais le truc, c'est que cette réunion, forcément, il faut qu'il y ait des actions qui viennent derrière, en conclusion. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas d'amélioration possible derrière. Ce qui fait un manque de progrès, d'amélioration. L'équipe risque de répéter toujours les mêmes erreurs si effectivement elles ne sont pas pointées du doigt et s'il n'y a pas des actions correctives qui sont mises en place. Avec de la frustration et de la stagnation, parce que si on ne s'améliore pas, qu'on fait toujours les mêmes erreurs, forcément ça risque de générer de la frustration. L'équipe aussi risque de se désengager, parce que l'amélioration continue, c'est aussi un des points intéressants et qui génère de l'engagement dans la méthodologie agile, hein, de toujours pouvoir s'améliorer et faire mieux. Et donc c'est effectivement une opportunité manquée pour s'améliorer. Donc là encore, quelques recommandations ont été faites. Donc, guider l'équipe vers des actions concrètes, donc arriver à diriger les discussions vers de vraies actions que l'on peut mettre sur le papier et qu'on va pouvoir réaliser. Utiliser le brainstorming, donc vraiment, et ça c'est pour avoir, moi aussi dans mon projet, pu faire quelques rétrospectives, c'est vraiment utile, vraiment laisser les gens s'exprimer librement, lancer leurs idées, sans jugement surtout. Puis ensuite, les prioriser les actions et les suivre. Donc, justement, les actions qui sont sorties en conclusion de cette rétrospective puissent vraiment donner quelque chose derrière. Et donc voilà, et c'est là-dessus qu'on a conclu cette première conférence de mon côté. C'est rigolo, la rétro sans action, si je peux rebondir dessus. L'autre anti-pattern, ce serait aussi, effectivement, la rétro
avec des actions qui ne ferment jamais. Typiquement, quand je suis arrivée sur, mon nouveau projet, eux, ils ont, enfin dans l'équipe, ils prennent des actions pour tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un point négatif, mis en rétro, derrière, automatiquement, il faut une action. Pour autant, l'action, elle peut rester ouverte pendant, 6 mois, peut-être même plus, parce qu'ils font pas du tout de revue d'action. À aucun moment, ils se penchent dessus pour se dire: «Et cette action, on en est où?» Mais surtout, les actions, elles ne sont pas dans le format SMART. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'est pas forcément des actions qui peuvent être fermées. Ça peut être juste, incompréhension entre les personnes. Voilà, tiens, tu as cette action, incompréhension entre les personnes. Maintenant, bah, débrouille-toi pour la fermer. Seulement en réalité, ça, c'est pas une action. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur comment formuler l'action pour qu'on puisse dire à un moment: «C'est bon, on ferme l'action». Je sais pas, enfin n'hésitez pas à dire, hein, dans le chat si jamais vous avez rencontré ces anti-patterns-là, ou d'autres anti-patterns qui vous dérangent vraiment, au quotidien. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un jeu de cartes très intéressant qui s'appelle, Agile Smells Bad qui, permet de mesurer tous ces anti-patterns et de se concentrer aussi dessus pour voir, bah, lesquels, on a effectivement dans notre équipe et sur lesquels, est-ce qu'on a envie de travailler. Parce que parfois, enfin, on peut pas travailler sur tous les anti-patterns en même temps, donc on va sélectionner ceux qui nous intéressent le plus. Et s'il n'y a pas de questions, je passe directement à la partie suivante, qui est la découverte de l'agilité engagée. Ça a été ma découverte de l'Agile Tour, vraiment, hem, enfin, je peux pas encore dire que c'est la conférence qui a changé ma vie. Déjà parce que c'est un peu fort dit comme ça et puis j'ai pas encore pu l'appliquer au quotidien, mais vraiment, je suis sortie de cette conférence avec des étoiles dans les yeux. Donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Qu'est-ce que c'est l'agilité engagée? En fait, on pourrait parler de Scrum engagé, parce que derrière c'est du Scrum. C'est une transformation du framework pour intégrer des notions, sociétales, environnementales. Ça nous a été présenté par Clémence et Valentine, donc c'est pour ça dans la suite, dans les prochaines slides, si jamais je dis «elles», je fais référence à Clémence et Valentine. Donc 2 personnes qui travaillent chez Suricat Consulting et qui ont, qui au quotidien en fait sont très engagées dans, heu, dans ce qu'elles font, d'un point de vue, environnemental essentiellement et elles avaient envie de retrouver ça dans leur travail. C'est pour ça qu'elles ont développé ce framework et elles ont fait une proposition de valeur qui est de dire qu'elles allaient mettre l'agile, au service de la transformation responsable et redescendre tout ce qui est stratégie RSE au niveau de l'entreprise. Enfin au niveau de l'équipe, pardon. Donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça correspond aussi à mes valeurs. Ça donne un nouveau sens à l'agilité, et puis, on s'éloigne vraiment de tout ce qui est course au time to market ou à la productivité, ce qu'on a souvent, pareil, hein, ça va être un anti-pattern, mais ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises en ce moment. Donc là, elles se sont dit: «En réalité, l'agilité, c'est vraiment prendre le temps de faire des choses de valeur, et de qualité et de les faire au bon moment». Donc c'est parti, faisons-le aussi avec ces notions-là. Tout ce que je vais vous expliquer, en fait, elles le font dans plusieurs, Agile Tours. Donc peut-être pour ceux qui ont déjà participé à des Agile Tours, vous les avez déjà vues. Elles ont notamment été à Agile en Seine en 2022 et leur conférence a été enregistrée. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez voir l'intégralité de la conférence. Moi, je vais vous faire une version un peu plus condensée, pour des questions de temps essentiellement. Pour ceux qui connaissent Scrum, vous pouvez reconnaître ici le framework Scrum. Donc, Hugo l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, on va avoir des sprints qui vont s'enchaîner. Chaque sprint va commencer avec un sprint planning, hem, où on va définir un objectif pour le sprint et les premiers éléments, enfin ou les éléments qui seront à traiter, qui permettront de répondre à cet objectif. Tous les jours à la même heure, on a un daily stand-up qui n'est pas un reporting, comme l'a dit Hugo. Puis en fin de sprint, on va avoir la review qui n'est pas une simple démo et la rétrospective, où on prend des actions qu'on suit après. En réalité, l'agilité engagée, ça va être ça, plus quelques petits changements, mais pas beaucoup. On a rajouté 2 éléments, le mandat et le monitoring. Donc je vais vous parler de ces 2 éléments-là et il y en a 2 autres qui ont très légèrement bougé.
le refinement va être l'étape, ça va être en fait un travail en continu dans les sprints où on va affiner les sujets pour qu'ils puissent être prêts en sprint planning. Si on n'a pas le temps, on finit en sprint planning. Donc ça va un petit peu changer avec l'agilité engagée et l'autre qui change un tout petit peu, c'est la rétrospective. Je vais commencer par le mandat et le monitoring et puis après je vous parlerai essentiellement du refinement. Le mandat, ça va être l'ambition de l'équipe, ce qu'on veut d'un point de vue, environnemental, enfin sur un pilier environnemental ou sur un pilier sociétal ou alors on peut combiner les 2. Tout ce qui va faire que l'équipe se sent engagée. Hem, Ça va se faire au travers essentiellement de 2 ateliers. Le premier atelier, c'est l'atelier fondateur, c'est comme ça qu'elles l'ont appelé, où on va pouvoir définir le contexte et la direction qu'on veut se donner. Par exemple, on peut faire un atelier «La carte postale du futur» ou alors la une de presse du futur. Il y en a plein, hein, des formats d'ateliers comme ça, donc c'est des ateliers qui existent déjà, qu'on retrouve, sur des projets agiles. La carte postale du futur, c'est l'équipe va s'écrire à elle-même, comme si elle était déjà dans le futur. Et puis donc c'est l'équipe du futur en fait qui envoie une carte postale à l'équipe du présent. Hem, Dans cette carte postale, l'équipe va définir le contexte, ce sur quoi elle travaille et cetera, mais aussi les objectifs qu'elle se donne et tous les freins qu'elles ont rencontrés. Par exemple, ça peut être des freins de manque de connaissances sur du green IT et dans ce cas, on va pouvoir dire directement: «Ah bah, il y aura des formations qui seront à prévoir» parce que c'est vrai qu'actuellement, l'équipe ne connaît pas encore, tout ce qui est green IT, donc il va falloir s'améliorer là-dessus. Donc en fait, tout ça, ça nous donne la posture, ça nous dit l'état dans lequel on voudrait être dans 6 mois, par exemple. Et le mandat, contrairement au sprint planning qui va être fait à chaque début de sprint, le mandat, lui, n'est pas fait à chaque début de sprint, mais il est fait une première fois au début du projet. Et puis après, il est revu occasionnellement. Alors, au minimum, au moins, il faut qu'il soit revu une fois tous les 6 mois, mais ça peut être plus fréquent sinon. Parce que ça sert à rien de le revoir à chaque sprint, il ne va pas évoluer à ce point-là entre les sprints. Et son miroir, ça va être le monitoring. Donc ça va correspondre aussi au deuxième atelier du mandat, c'est comment on définit les indicateurs qui nous permettent de nous assurer qu'on progresse dans notre mandat. Hem, alors un exemple, si le mandat, il concerne tout ce qui est obsolescence, on décide que, l'équipe ne veut plus avoir d'obsolescence ou limiter le plus possible l'obsolescence de l'application qu'elle est en train de développer. Dans ce cas, l'indicateur, ça pourrait être le nombre d'utilisateurs avec des OS vraiment enfin de plus en plus anciens et on pourrait regarder ça, pour, voir si on arrive à progresser dans le mandat. Hem, Ça c'est un exemple, hein. On peut estimer enfin je honnêtement, je ne sais pas si c'est des informations qu'on est capable de récupérer, je suppose que ça doit dépendre des projets, mais c'est un exemple de monitoring. Comme pour le mandat, le monitoring, c'est pas quelque chose qu'on va revoir à la fin de chaque sprint. C'est vraiment, heu en fonction de ce que l'équipe veut faire. Est-ce qu'elle considère qu'elle fait des livraisons à la fin de chaque sprint et ça vaut le coup de regarder? Dans ce cas-là, oui, mais ça peut être tous les 3-4 sprints, par exemple. L'objectif, c'est pas de surcharger l'équipe avec plus de travail. Donc le mandat, le monitoring, mais maintenant concrètement, comment est-ce qu'on fait au sein des sprints pour progresser dans le mandat? Ça va se faire avec ce qu'on appelle l'impact poker. En fait, dans notre backlog, donc le backlog, ça va être la liste de toutes les choses à faire pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Dans notre backlog, toutes ces choses à faire, qu'on appelle souvent des user stories, vont avoir une étiquette, une classification de, favorable, défavorable ou neutre à notre mandat. Donc si notre mandat, ça va être, lié à l'environnement, est-ce que, la story, donc l'élément qu'on est en train de prendre, est favorable et va dans le bon sens? Ou alors est-ce qu'au contraire, on est en train, je sais pas, créer vraiment encore plus d'émissions et là ça va pas du tout, on n'est pas du tout en green IT et cetera. Comment est-ce que ça se passe concrètement? En refinement, l'équipe va estimer les choses à faire, ces stories, avec des points, comme sur un projet en Scrum classique et en parallèle de ça, on va avoir un autre jeu de cartes, le jeu de cartes d'Impact Poker, donc avec les petites cartes que vous pouvez voir sur la première image. Et comme pour un poker planning, l'équipe va pouvoir sélectionner une carte
et l'ABC, donc tous en même temps, pour indiquer l'impact qu'ils pensent. Contrairement au poker planning, là, le product owner et le scrum master peuvent aussi voter, ils peuvent donner leur avis. L'objectif, en fait, c'est de créer une discussion entre les équipes. Enfin, les membres de l'équipe, pardon. Donc je peux vous donner un exemple. L'exemple, c'est une équipe qui développe un site internet avec une page, enfin sur une page, une vidéo, qui est en très, très haute qualité, vraiment impeccable et qui se lance automatiquement, à chaque fois qu'on ouvre la page. Ça, hem l'équipe qui joue ensemble à l'Impact Poker sur cette story de, vidéo de très haute qualité qui se lance automatiquement, a priori, les membres de l'équipe vont plutôt dire que ça a un impact négatif sur leur mandat, parce que ça va être plutôt défavorable pour l'environnement d'avoir quelque chose de lourd qui se lance automatiquement. Donc ça va créer une discussion et peut-être qu'à la fin de leur discussion, l'équipe va se dire: bon, bah, ne lançons pas la vidéo automatiquement, dans un premier temps, mettons-la dans une qualité un peu dégradée et puis peut-être aussi rajoutons des sous-titres. Comme ça favorise aussi l'accessibilité et peut-être qu'avec cette accessibilité, bah, là, la story peut devenir, favorable. Donc on va faire tout ça et puis on va se dire: «Très bien, bah, dans l'intégralité de notre sprint, on peut s'autoriser, par exemple 3 points d'US défavorables». Ou alors, beaucoup plus, ou ça dépend. Voilà. En fait, ça va créer tout ça, ça va nous créer ce qu'on appelle une dette environnementale. Je ne sais pas si le terme de dette technique vous parle? La dette technique, vous savez, c'est, bah, quand on fait du quick and dirty, qu'on doit aller vraiment, bah, très vite, on n'a pas forcément le temps de produire des choses de qualité. À un moment, il va falloir rattraper le code parce que, bah, ce qu'on fait, c'est pas forcément factorisé, bah, c'est pas forcément très propre, voilà. On va avoir l'équivalent pour la dette environnementale ou la dette sociétale, hein, selon le mandat. Et donc c'est des choses qu'il va falloir rattraper par la suite. Moi, j'ai trouvé vraiment, enfin, cette conférence, révolutionnaire. Vous me direz dans les commentaires, hein, si l'idée vous plaît ou pas, mais j'avais jamais pensé à faire cet impact poker et c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial parce que ça permet de se poser les bonnes questions et bah, de grandir aussi tout simplement et c'est le but de l'agilité. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Il y a enfin un autre événement Scrum qui va changer, c'est la rétrospective où on va juste rajouter une catégorie, sur la partie mandat, pour vraiment forcer la discussion sur le mandat. Mais, bon ça c'est juste un tout petit changement, c'est pour ça que je vous en parle pas forcément plus. Par contre, dans les points importants qui ont été soulevés bah, par les 2 personnes de Suricat Consulting qui ont fait cette conférence, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un sponsoring qui soit vraiment très fort et il faut que l'équipe soit volontaire aussi. On ne peut pas forcer l'équipe à, aller vers de l'agilité engagée si, c'est pas du tout des problématiques qui les intéressent. Hem et un autre point aussi qui est important, c'est d'avoir, avant de commencer, ce qu'elles ont appelé un vernis d'impact positif. C'est le terme qu'elles ont utilisé. C'est pour dire qu'il faut d'abord que les gens soient sensibilisés, donc avec, des fresques du climat, des fresques du numérique, toute une préparation à du design inclusif et cetera, pour que les gens aient déjà ça en tête et puissent après, bah, définir aussi correctement leur mandat et le sponsoring fort qui sera là aussi pour soutenir et pour, les défendre quand, les choix qui vont être faits pour pouvoir aller vers le mandat, bah, peuvent entraîner des développements qui vont être un peu plus longs. Ce sera plus long, mais ce sera plus respectueux pour l'environnement, plus inclusif, et cetera. Voilà, donc c'était pour la partie agilité engagée. Pareil, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sinon, je repasse la main à Hugo pour la dernière partie sur, le serious game. Très bien. Pour terminer, je vais vous parler d'une deuxième conférence. C'est pas vraiment une conférence, finalement, c'était vraiment un serious game assez sympathique. Donc, ça s'appelait Mission Anti-Sabotage, dont voici la boîte. Donc, en fait, c'est là aussi un jeu de cartes, en fait, enfin, mais avec aussi un plateau qui a été créé par Alain Delachaux. Donc, c'était un des conférenciers qui était sur place, qui était un PO et coach agile, qui intervient d'ailleurs dans plusieurs Agile Tours. Donc, si jamais, comme il y a des Agile Tours aussi un peu partout en France, peut-être que vous le croiserez avec son jeu.
Jeu qui malheureusement, j'ai regardé, n'est pas disponible. Enfin, il nous avait présenté la version 2, donc je pense qu'il est encore en train de le développer. Donc, comme il est relativement intéressant à guetter aussi, si un jour il sort pour l'acquérir. Donc c'est un jeu qui, lui, plus basé sur en fait la compréhension et l'appropriation des concepts de l'agilité du manifeste agile. Et il fonctionne de manière un peu similaire au Milborn. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce jeu où vous avez des cartes avec des bornes kilométriques et vous devez atteindre 1000 km et vos adversaires peuvent vous jouer des cartes accident ou crevaison pour vous arrêter. Vous devez trouver les réparations et les routes de secours pour repartir. Donc ça fonctionne un peu de la même façon. Et en fait, vous avez deux équipes en face à face et ça peut jouer en coopération, en opposition. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'était pas nous, ça c'était une photo, je crois, de l'Agile Tour de Rennes que j'ai retrouvé. On n'avait pas pris de photo, malheureusement, de nous en train de jouer. Donc, le principe, donc, vous voyez, il y a le plateau est au milieu. Donc, en fait, vous déplacez au fur et à mesure sur le plateau en fonction des points que vous marquez, qui sont des points, finalement, des points de développement comme quand vous développez votre projet. Donc en fait, vous tirez des cartes, chacun votre tour, et vous jouez ces cartes. Donc vous pouvez jouer des cartes à points, donc comme pour les bandes du 1000 bandes, pour gagner des points et faire avancer votre équipe. Et vous pouvez aussi tirer donc deux autres types de cartes, donc comme les accidents, les routes de secours, réparation des 1000 bornes. Les accidents vont être ce que l'on appelle des sabotages. Donc en fait, il va vous arriver donc un sabotage, c'est-à-dire une action, un événement ou des choses qui se passent qui vont arrêter votre équipe, des réunions totalement non productives, des rétros sans action, des sprints, des daily qui se transforment en review, enfin ce genre de choses. Et en fait, dans le principe du jeu, chaque carte qui vous arrive, en fait, vous arrête et vous devez trouver donc la parade pour pouvoir supprimer votre sabotage et donc pouvoir repartir et remarquer des points pour votre équipe. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que les réparations, les cartes bleu clair que vous pouvez garder, en fait, elles correspondent aux éléments du manifeste agile. Donc c'est le manifeste, c'est le texte un petit peu fondateur qui présente tous les principes de l'agilité. Et tout le principe du jeu qui est très intéressant, c'est que en fait les sabotages sont relativement précis. C'est vraiment quelque chose c'est assez précis, qui marche pas dans l'équipe ou qui vraiment plante le projet. En fait, tout le principe du jeu va être de prendre les principes du manifeste agile et de réfléchir autour pour se dire très bien comment je pourrais, avec les cartes que j'ai, utiliser ce manifeste et l'appliquer pour résoudre ce sabotage. Et donc, ça permet vraiment de s'approprier les concepts du manifeste, les concepts de l'agilité, et d'essayer de les appliquer, de réfléchir sur les cas. Donc c'est vraiment, c'est assez rigolo à jouer. Je trouve très intéressant justement pour s'approprier un petit peu tous les concepts de l'agilité. Voilà. Et le petit bonus, c'est que comme il y a deux équipes, elles peuvent jouer en coopération ou se concurrencer. Ça dépend. Nous, on a joué en coopération. Donc, en fait, quand on avait des sabotages, l'équipe adverse essayait de nous donner une carte de manifeste qui pouvait nous aider à nous débloquer. Mais on peut jouer en concurrence. Mais comme le disait le créateur, ben, ça dépend aussi comment vous l'envisagez en entreprise. Si la première équipe a fini et est arrivée au bout, est-ce qu'elle aide l'autre ou pas, en sachant que si vous avez fini votre projet en entreprise, est-ce que vous essayez d'aider l'équipe d'à côté sur son projet ou pas? Voilà. Donc c'était assez, on a fait ça en fin de journée, c'était rigolo, ça changeait d'une conférence en amphi, et je trouvais intéressant justement pour prendre en main un petit peu les concepts de l'agilité de manière générale. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc, encore une fois, je n'ai pas réussi à le retrouver dans les magasins ou quoi que ce soit, donc à surveiller, je pense que ça peut être intéressant justement pour introduire les concepts de l'agilité de manière générale. Oui, je pense qu'en conclusion, on peut dire qu'on a quand même tous les 2 vraiment apprécié cette journée, parce qu'il y avait en fait, on a eu plein d'échanges avec énormément de personnes, venues de plein d'entreprises, et et sur des thèmes, enfin, voilà, pour ma part, en tout cas, c'était pas forcément des thèmes que j'attendais, comme, l'agilité engagée. Vraiment, j'avais pas du tout ça en tête. Mais il y en a eu d'autres qui m'ont ouvert les yeux, comme, l'évolution des métiers de product owner et de scrum master avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je trouve que ça apporte vraiment à débat, à réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire, et et en parallèle de tout ça, il y a eu aussi, tous les ateliers qui nous ont permis d'expérimenter, et ce qui fait que ça a été une super journée, enfin 2 super journées. Donc pour, ceux qui n'ont pas pu faire d'Agile Tour,
encore, n'hésitez surtout pas vraiment parce que ça apporte beaucoup et on pense que ça peut apporter beaucoup sur, des métiers d'ingénieurs, mais en réalité, enfin c'est le cas, mais aussi pour beaucoup d'autres métiers. Il y avait énormément de RH qui étaient présents, donc ça vaut le coup aussi pour les RH, par exemple, de découvrir comment est-ce qu'on peut adapter l'agilité à ces métiers-là. Hem, régulièrement, moi je croise des enseignants là-bas, des enseignants d'école primaire et ça c'est pareil, je trouve que c'est super intéressant aussi, de voir comment est-ce qu'on peut, tout simplement, oui réadapter, l'agilité à plein d'autres métiers. Heu, donc oui, s'il y a une conclusion à tirer de tout ce qu'on vient de dire, c'est que, si vous voyez passer, un Agile Tour, et que vous hésitez à y aller, n'hésitez plus, foncez. C'est vraiment top. Je suis tout à fait aligné. Et puis en plus, j'ai beaucoup aimé aussi le principe de l'open forum, même si moi, nous, on y était plus en mode spectateur. C'est aussi c'est extrêmement intéressant. Si on veut discuter d'un sujet, c'est tout à fait possible. On se met sur le planning, on se trouve un créneau et on peut faire une présentation. Parfois, c'est même pas des présentations, c'est juste on se trouver une salle avec une table et discuter d'un sujet qui nous intéresse avec les autres participants. Donc, c'était aussi très intéressant à ce niveau-là.